Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va revenir sur un début janvier chargé en actualité internationale. Malgré la neige, les agriculteurs et l'actualité parlementaire, il a fallu parler d'international dans les médias français. Il a fallu parler de Trump surtout. Du Venezuela à l'Iran, en passant par le Groenland, il était difficile de passer sous silence les sorties quotidiennes du président états-unien. D'autant plus que cette fois, celui-ci n'a pas seulement menacé ou insulté, il a attaqué un pays voisin. Le samedi 3 janvier, on s'est réveillé avec des images qui seront pourtant vite oubliées, celles de Caracas sous les bombes. Les États-Unis ont frappé le Venezuela cette nuit, c'est ce qu'affirment plusieurs médias américains. De fortes explosions ont été entendues à Caracas et autour de la capitale. Le Venezuela accuse aussi les États-Unis, dénonce une très grave agression militaire. À ce moment-là, aux États-Unis, il fait encore nuit. On ne sait pas où est le président Maduro et Trump n'a pas encore eu le temps d'installer le récit de la capture. Les rédactions françaises doivent à l'aveugle tenter de comprendre ce qui vient de se passer. Évidemment, dans la panique à France Info, on a essayé de trouver un expert. Jean-Jacques Korlianski, bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine et directeur de l'Observatoire d'Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès. Je ne suis pas chercheur à l'IRIS. Ah pardon, écoutez, il y a une erreur sur ce qu'on m'a communiqué. En tout cas, vous êtes bien directeur de l'Observatoire d'Amérique latine et de la Fondation Jean Jaurès et vous êtes tout à fait qualifié pour nous décrypter ce qui est en train de se passer. Petit plantage, le mec de l'IRIS a peut-être pas pu venir, les fiches se sont mélangées, c'est pas grave, on va décrypter. Dans un premier temps, on va d'ailleurs décrypter plutôt bien ce qui s'est joué cette nuit-là. Le président des États-Unis s'est autoproclamé comme celui qui définit les règles du droit international. C'est un événement extrêmement grave. Il conviendra de voir quelle est la réaction aux États-Unis. Le Congrès est seul habilité à déclarer la guerre à des pays étrangers. Cet acte est un acte de guerre, un acte de déclaration de guerre unilatérale. Mais tout ça, c'était avant que ne s'installe donc le récit états-unien sur la capture du narcotrafiquant Maduro. Ce n'était pas le début d'une nouvelle guerre impérialiste, c'était juste une opération de police. Il s'agissait donc d'une arrestation. On a même pu entendre que c'était une exfiltration. Les États-Unis venaient de capturer un dictateur et de fort belle manière. Sur les chaînes info en continu, on est finalement assez épaté, comme le notait Samuel Gontier pour Télérama. Selon le journaliste, les chaînes info ont très vite été mises au pas par Donald Trump. C'est une très belle opération, une opération vraiment spectaculaire, remarquablement réussie, une opération d'une immense fulgurance. Au sein du bataillon de généraux en retraite qui a pris d'assaut les plateaux de LCI et BFM TV, les éloges du coup de force américain au Venezuela sont légion. Les jours suivants ont été rythmés par le ballet des hélicoptères qui trimballaient le président kidnappé d'un point à l'autre de New York. L'occasion pour les chaînes info avides d'images de nous diffuser en boucle les mises en scène humiliantes que l'administration avait fabriquées pour l'occasion. Sur CNews, Laurence Ferrari ne prend même pas la peine de trouver ses propres mots pour commenter ces images. Une semaine après l'attaque sur Caracas, la présentatrice de CNews parle déjà couramment la langue de Trump. La capture spectaculaire du dictateur et narcotrafiquant Nicolás Maduro au Venezuela, une opération militaire américaine parfaitement orchestrée. Il faut dire que sur la chaîne de Bolloré, on est plutôt d'accord, de Pro à De Villiers. Cette intervention était souhaitable et peut-être même qu'on ferait bien de faire la même chose, nous. Eh bien, si l'arrestation de Maduro met un terme à la dictature vénézuélienne, si elle apporte la démocratie, si elle freine le narcotrafic dans le monde, je me dirais que la fin justifie les moyens et qu'entre légalité et légitimité, éternel débat qui traverse l'histoire, je choisirais toujours la légitimité. Si on avait pu kidnapper Hitler en 1938, ça aurait été une bonne chose, non ? Bardella et Le Pen avaient eux aussi dans leur communiqué le jour de l'enlèvement de Maduro salué la chute du dictateur socialo-communiste, mais ils avaient l'un et l'autre plutôt condamné l'intervention américaine effectuée au mépris de la souveraineté du Venezuela. Visiblement, sur la chaîne de Bolloré, on ne s'embarrasse pas de telles considérations et on embrasse pleinement le Trumpisme. Question, que se passerait-il, question comme ça, si l'Europe venait à appliquer la méthode Trump? Elle s'en prendrait sérieusement à des pays qui exportent de la drogue chez nous et laissent passer des migrants clandestins, mais on n'en est pas là. Le 3 janvier au soir, c'est par un post sur X qu'Emmanuel Macron avait choisi de réagir, et lui non plus ne semblait pas condamner grand-chose. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. Sans nuance, Emmanuel Macron a choisi d'approuver, ou à tout le moins de se réjouir de la mise hors d'état de nuire du président illégitime d'un régime dictatorial, mais sans condamner l'illégalité de l'intervention américaine. Le chef d'un État membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU ne devrait pas dire ça.
Et mine de rien, ce tweet de Macron a sans doute donné le feu vert aux commentateurs de plateau moins tatillons que Patrick Cohen. Difficile d'affirmer que Maduro était véritablement le patron du cartel des narcos de je sais pas quoi là. Là-dessus, il était périlleux de suivre Trump. Par contre, c'était un dictateur. Emmanuel Macron venait de le confirmer. C'était donc ça que les journalistes de plateau allaient pouvoir répondre à celles et ceux qui dénonceraient le coup de force états-unien que Macron n'avait pas pris la peine de dénoncer lui-même. Vous souhaitez pour les Vénézuéliens qu'ils aient Maduro à la tête de l'État ? Si Maduro était un dictateur, alors en effet, pourquoi le regretter ? D'ailleurs, là, on est le mardi 6 janvier. Quelques jours après l'enlèvement qui a eu lieu, on n'en parle plus, Trump a mis le monde entier devant le fait accompli. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de reparler de cette intervention illégale et illégitime ? Que l'argent du pétrole aille au peuple vénézuélien, sortant ainsi... Est-ce qu'il est vraiment arrivé au peuple vénézuélien, cet argent du pétrole ? Sous Chavez, oui, bien sûr. Il y a 5 millions de personnes qui sont sorties du seuil de pauvreté. Et puis de toute façon, Maduro, c'était un dictateur. Trump et Macron ont parlé. Mathilde Panot ferait mieux de condamner clairement Maduro. C'est ce qu'Apolline de Malherbe va passer de longues minutes à essayer de lui arracher. Je vous demande simplement, en fait, si Maduro est un dictateur. Vous n'avez jamais dit, les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro est un dictateur. Vraiment, nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur ? En fait, je suis surprise, pourquoi vous dites pas les choses comme elles sont ? Mais parce que peut-être vous ne considérez pas que c'est un dictateur. Il est clair qu'effectivement, vous ne voulez pas qualifier Nicolas Maduro de dictateur. Un jour, ça pourrait être intéressant qu'on demande au RN ou même aux macronistes si Trump est un dictateur, surtout que bon, là, on commence à avoir pas mal d'éléments pour en discuter. Et que cette interview a eu lieu un 6 janvier, 5 ans jour pour jour après la tentative ratée de coup d'État de Trump et de ses partisans, le fameux assaut contre le Capitole. On a la mémoire courte dans les médias, vous savez. Chaque événement chasse l'autre, on ne hiérarchise rien et on oublie vite, oui. Le docteur en histoire Serge Olivier avait été invité sur une chaîne info pour venir parler du Venezuela, sa spécialité, le mardi 6 janvier. Eh ben, il a été décommandé soudainement, tout le monde était passé à autre chose et on n'avait plus besoin de lui. J'ai constaté que la mise en perspective de l'intervention militaire, c'était plus le sujet. C'était plus le sujet déjà 2 jours après. Donc on est vraiment dans un présentisme, comme disent les historiens, c'est-à-dire le fait de rester sur la divulgation et le commentaire des images qui arrivent au présent pour passer à autre chose sans avoir eu le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé auparavant et qui est plus important que le fait qu'on puisse descendre d'un avion et monter dans un camion. L'enlèvement, c'est bouclé, c'est bon, légitime, illégitime, illégal, on n'en est plus à ça de toute façon. Et puis, en plus, c'est pas un truc très grave, y a pas mort d'homme, hein, Agathe Lambray ? Cette affaire, cette opération, elle rappelle aussi celle au Panama en 1989, Bruno Tertrais. Autre scénario rocambolesque, mais des centaines de morts à l'époque, alors que cette fois, 0 mort. 0 mort, états-unien, Agathe, mais pas 0 mort du tout. On parle de près d'une centaine de morts du côté vénézuélien. Et la garde rapprochée de Nicolas Maduro, une trentaine d'officiers cubains, a été massacrée, abattus par les Delta Force. Cet enlèvement, ça a été un carnage en fait. Un carnage dont on a assez peu parlé finalement. Selon Élodie Safaris d'Arrêt sur Image, cette erreur en plateau d'Agathe Lambray était assez parlante. Elle disait quelque chose du prisme à travers lequel on regarde ces événements lointains dans les rédactions françaises. Obnubilés par les coulisses de cette opération et par les pronostics habituels et court-termistes du « que va-t-il se passer ?», les plateaux télé ont encore une fois complètement invisibilisé les victimes anonymes d'un peuple non occidental, qu'elles soient militaires ou civiles. Un angle mort qui doit nous alerter, une fois de plus, sur les énormes biais qui régissent nos médias. Et maintenant, comment vont réagir les Vénézuéliens ? C'est la question que posait en substance Karim Rissouli à une de ses invitées, la chercheuse Violetti Bradshaw. Pour que le public français n'oublie pas les morts passés ici sous silence, la professeure de sciences politiques s'est permis de répondre un peu à côté. Par contre, quelque chose qui moi me paraît important aussi, c'est qu'on en parle moins, mais et aussi parce que justement ce gouvernement autoritaire ne donne pas non plus des chiffres concrets, mais on a aussi des victimes, en fait des victimes civiles, des victimes militaires. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, et en fait, il y a eu des maisons détruites, il y a eu des infrastructures aussi touchées, et en fait, il y a des Vénézuéliens qui se réveillent aussi, effectivement, avec le fait que des bombes sont tombées sur la capitale du pays, et qui sont en train de vivre aussi les conséquences, en n'étant vraiment pas protégés par l'État autour. Il y a une forme de sidération collective. Oui, dans les médias français, cette première semaine de janvier, c'était la sidération. Noyés sous les images en provenance des États-Unis, les journalistes avaient du mal à cacher leur surprise, à trouver les bons mots. Regardez Thomas Negaroff aussi, il est tout perdu. 2026, à peine l'année entamée, et déjà, comme l'écrivait Tocqueville, le passé n'éclaire plus l'avenir. Nos repères vacillent et un monde nouveau semble advenir sous nos yeux sidérés.
Jusque-là, quand les États-Unis attaquaient un pays du Sud, c'était pour le libérer, qu'ils disaient. Ils parlaient de démocratie, ils se référaient à nos valeurs, et chez nous, il y en avait toujours pour les défendre, pour insister sur le fait que le tyran renversé était bel et bien un dictateur, comme l'a si bien fait Apolline de Malherbe face à Mathilde Panot. Ah, j'ai du Thomas Soto face à Manuel Bompard aussi, si vous voulez. Est-ce que Maduro était un dictateur? Non mais si vous voulez... Voilà, on avait eu ça pour Saddam Hussein, et c'est ce qu'on disait nous-mêmes sur Kadhafi. Et comme ça, on avait le droit de faire la guerre. Bernard-Henri Lévy partait faire 2-3 photos, et hop, c'était la guerre juste. Mais là, Trump n'a parlé que du pétrole vénézuélien. À peine arrivé, il a détourné des millions de barils. Qui peut vraiment croire qu'il s'agissait de renverser un dictateur narcotrafiquant? À part Léa Salamé, bien sûr. Écoutez cette transition. C'est la fin du grand format sur le Venezuela, mais on va continuer de parler du narcotrafic avec les invités du 20h, puisque grande première, un nouveau parquet national anticriminalité organisée entre en fonction à partir d'aujourd'hui. C'est un outil mis en place pour s'attaquer aux plus gros trafiquants de drogue. Si vous ne le saviez pas encore, le narcotrafic, c'est le truc du journal de Salamé. Donc oui, associer ça à Maduro, ça ne la choque pas. Et puis, c'est un peu plus exotique que Marseille. D'ailleurs, il en pense quoi, Darmanin? Puisqu'apparemment, on n'en a plus rien à branler. Pour vous, Nicolas Maduro est un narcotrafiquant. C'est assez pénible à voir, mais on a vraiment une partie du paysage médiatique français qui a beaucoup de mal à renoncer à ses sympathies spontanées pour les États-Unis. Pour leur vision du monde, en tout cas. Mention spéciale à François Langlais, qui sur TF1 a voulu nous expliquer pourquoi les États-Unis étaient devenus hors de contrôle et ne s'interdisaient plus aucune prédation. Attention, accrochez-vous. Trump réclame le Groenland, on l'a vu, il menace le Canada, il prend le contrôle du Venezuela. Le président américain, qui a d'ailleurs fait fortune lui-même en achetant et en vendant du terrain, n'est pourtant pas à l'origine de cette furie. C'est la Chine qui colonise patiemment les richesses d'Afrique et d'Amérique du Sud depuis 15 ans. En 2024, ces investissements dans les mines, le cuivre, le nickel, le cobalt, ont atteint un record, 21 milliards de dollars. Ce soir-là, le spectateur de TF1 aura donc appris que c'est la Chine, là, qui colonise. C'est pour la Chine que l'anglais emploie le terme « coloniser ». On ne s'attendait pas à ce que le journaliste Echo qualifie politiquement les agressions et les menaces des États-Unis, mais quand même ça fait bizarre. Là non plus, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de crime, et puis au final, c'est la faute à la Chine. L'affrontement entre Chine et États-Unis nous ramène un siècle en arrière. Retour de l'histoire impériale, oui, mais aussi de la géographie impériale. Merci beaucoup François pour cette analyse. Merci beaucoup, t'as d'aide ça, Chacal. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 1 an, on vous a fait un rhinocéros pour l'investiture de Trump. On vous prévenait que cette fois, ça allait vraiment être le fascisme, que ça allait pas ressembler au premier mandat de Trump. Il y avait des gros indices, c'était facile. Le salut nazi d'Elon Musk, par exemple, c'était pas particulièrement subtil. On est quand même nombreux à avoir capté. On vous rappelait aussi dans cet épisode qu'il y avait eu le 6 janvier et qu'un mec capable de lancer ses troupes sur le Capitole, quand il retrouve le pouvoir, il le lâche pas comme ça. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses aux États-Unis qui auraient dû faire au moins douter nos journalistes et nos politiques. Dernier exemple en date, l'affaire René Good, dont le journal de 20h de TF1 a parlé le 8 janvier. La scène, glaçante, fait le tour du pays. Un 4x4, ici à droite, barre la route de ces agents de l'immigration. Alors qu'il s'approche de la conductrice, elle semble vouloir partir. On vous épargne les images de l'assassinat, mais elles existent car la scène a été filmée. Comme l'avait été celle du meurtre de Naël Merzouk chez nous 2 ans plus tôt. Comme en France, cette affaire secoue le pays, mais sur TF1, on n'osera pas la comparaison. Peut-être parce que cette fois-ci, la victime est blanche. Elle s'appelait René Good, elle avait 37 ans et 3 enfants. Rapidement, la tension monte. Entre les habitants révoltés et ces agents de l'ICE, la police migratoire. Elle mène des arrestations ciblées contre les sans-papiers dans toute la ville. Et on n'en saura pas plus sur l'ICE dans ce JT. L'ICE, c'est la milice raciste de Trump. Depuis 1 an, elle a vu son budget tripler et elle aurait procédé à plusieurs centaines de milliers d'interpellations partout dans le pays. Sur Internet, on trouve beaucoup d'images, beaucoup d'arrestations qui se passent plus ou moins bien, d'individus manifestement choisis par les agents sur le critère de leur seule couleur de peau. Mais ce qu'on est en mesure de constater, c'est qu'en novembre 2025, en fait pour l'année 2025, les détentions ont eu lieu surtout à la suite d'arrestations à l'intérieur du pays. Maintenant, le prochain graphique, condamnation pénale. Presque le 3/4 des détenus n'ont jamais été condamnés pour un crime, donc à peu près 75%. Cette chaîne d'information québécoise estime à plus de 60 000 les personnes effectivement incarcérées suite à ces interventions, soit à peine moins que toute la population carcérale française. Ça fait des semaines qu'aux États-Unis, ces rafles racistes et massives sont dénoncées dans tout le pays à l'occasion de grands rassemblements. Mais ce n'est pas comme ça qu'on nous présente les choses sur TF1. Je vous remets le passage où on nous parle de l'ICE. Depuis le mois dernier,
Elle mène des arrestations ciblées contre les sans-papiers. Au public français, on parle donc d'arrestations ciblées, de sans-papiers, donc autant dire de migrants illégaux, d'OQTF comme on dirait sur CNews. Rien de particulièrement révoltant, en plus c'est pas massif, c'est pas au pif, c'est ciblé. Selon le site The Trace, qui garde des traces des interventions violentes de l'ICE, c'est la 4e fois que ces agents surarmés tuent quelqu'un en intervention. Mais le site recense aussi toutes les fois où les agents ont fait usage de leur arme à feu, et là il y en a des dizaines. Selon l'agence Reuters, 30 personnes sont mortes ensuite en détention suite à ces interventions, dont 4 depuis le début de l'année 2026, des chiffres jamais vus encore. La mort de René Good a relancé aux États-Unis un vaste mouvement anti-ICE dont on n'apprendra pas grand-chose dans ce 20h de TF1, ni ce soir-là, ni les jours suivants, où pour ce qui concerne l'international, on parlera cette fois-ci du Groenland ou même du pétrole vénézuélien, toujours en faisant mine d'être abasourdi par tout ce qui se passe. Décidément, tout ça est incompréhensible. Aux États-Unis, c'est une nouvelle scène déroutante qui s'est tenue à la Maison-Blanche le jour de l'arrestation de Nicolás Maduro. Donald Trump avait affirmé que le pétrole vénézuélien serait désormais exploité par des compagnies américaines. Il a donc convié leur patron, qui ne semble finalement pas très intéressé. Il y a une semaine aujourd'hui, l'homme le plus puissant du monde a capturé le dictateur d'un État souverain, quoi qu'on pense de cette opération. Et depuis une semaine, on parle de beaucoup de choses d'autres. On parle de Groenland, on parle de son pins, on parle du fait de cette scène où il se lève pour aller voir sa salle de bal, on parle de son invitation d'Emmanuel Macron, on parle de plein d'autres choses. Et c'est comme ça depuis un an, en fait. Il y a des choses spectaculaires et d'une certaine manière, il détourne notre attention en permanence pour aller sur d'autres choses qui peuvent paraître plus accessoires. Et on se laisse détourner notre attention. Et regardez, on est en train de le faire. Ouais. Philippe Corbet est journaliste, directeur de l'information de France Inter, et il connaît bien les États-Unis pour y avoir vécu et travaillé. Alors ok, il a l'air moins désorienté qu'Anne-Claire Coudray par les mutations du pouvoir états-unien, mais il le confesse, lui aussi se retrouve piégé par le tourbillon hypnotique de Trump par sa communication ahurissante. C'est Trump qui fait l'actu et les victimes de ces politiques n'ont pas la parole, même quand elles défilent en masse dans tout le pays pendant des jours. Portés par l'indignation après la mort de René Good, abattu par balle, des dizaines de milliers d'Américains sont descendus dans la rue ce week-end pour protester contre l'ICE, la police de l'immigration. Que ce soit sous le soleil de Los Angeles... Il faut mettre un terme au harcèlement que subissent les membres les plus vulnérables de notre société. Ou par les températures hivernales de New York ou encore de Boston. Leur slogan, expulser l'ICE, protéger nos voisins. Les Européens avaient ces derniers jours d'autres chats à fouetter puisque tout de suite après son intervention militaire au Venezuela, Trump avait pointé du doigt le Groenland et que ça nous a fait réagir. Qu'on tue des Vénézuéliens, des Cubains, des activistes de gauche ou des travailleurs immigrés passe encore. Mais déposséder le Danemark d'un territoire colonial si important, là, il y avait matière à s'indigner, voire à se faire peur. Que ce soit 2 mois ou 20 jours, ce ne serait donc qu'une question de semaines avant que le Groenland, qui fait partie du Danemark depuis plusieurs siècles, ne soit annexé ou contrôlé d'une manière ou d'une autre par les États-Unis. Et 4 jours après l'attaque du Venezuela, la capture spectaculaire de son président Nicolás Maduro, ce qui ressemblait hier à de la science-fiction, semble de plus en plus crédible. Alors, à qui le tour? Où s'arrêtera cette voracité de Donald Trump? Nous allons débattre avec nos invités. Donald Trump oserait-il s'en prendre à nous ? Beaucoup sont en train de se réveiller et en effet, il serait temps de se montrer un peu moins naïf. Il serait temps de se démarquer clairement des États-Unis. Vous vous rendez compte qu'ils s'en sont pris à Thierry Breton ? Thierry Breton, vous savez, c'est ce mec de droite, ancien commissaire européen qui avait négocié le Digital Services Act, le règlement européen sur les réseaux sociaux. Les États-Unis en veulent pas de ce règlement. Ils veulent pas que leurs entreprises payent des amendes. Du coup, ils ont mis sous sanction ce pauvre Thierry Breton. Alors lui, ça lui a fait un choc. Il est allé essayer de réveiller le plateau de C'est à vous en leur expliquant que les États-Unis, c'est aussi, voire surtout, l'autre pays du racisme. Il a aussi une partie de la population, on l'appelle aujourd'hui MAGA, qui va trouver ses racines entre les deux guerres, avec le suprémacisme, l'eugénisme. Nous ne l'oublions jamais aussi, une partie importante qui était favorable au fascisme qui se développait en Allemagne. C'est aussi ça, encore une fois. Après Thierry Breton et les juges de la CPI, les prochaines victimes des sanctions états-uniennes pourraient être les juges qui vont devoir statuer sur le cas Marine Le Pen. Et je crois qu'elle sera la prochaine présidente de la France. Son histoire de procès est une machination. C'est ce qui s'est passé pour Bolsonaro au Brésil, ou pour le président Trump. Il faut envoyer un message fort. Si vous commencez une guerre judiciaire, eh bien vous n'êtes plus le bienvenu aux États-Unis. Steve Bannon a été très clair dans ce numéro de complément d'enquête. Pour la France, les MAGA veulent Le Pen. Et ils vont faire ce qu'ils peuvent pour la soutenir. Là aussi, on commence seulement à s'inquiéter dans les médias français, mais là aussi, tout avait été annoncé.
notamment à Munich par J.D. Vance en février 2025. Pour l'Europe, la menace qui m'inquiète le plus n'est pas la Russie ni la Chine. Ce qui m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, ces valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. Combien de fois devrons-nous subir ces revers épouvantables avant de changer de cap et de donner une nouvelle direction à notre civilisation commune ? Alors, est-ce qu'on est en train de vivre un tournant dans le traitement français des États-Unis de Trump ? Est-ce que la mort de René Good, l'enlèvement de Maduro ou les menaces d'annexion du Groenland vont mettre un terme au louvoiement des journalistes quand il s'agit d'évoquer le racisme et l'impérialisme des États-Unis ? L'invisibilisation des morts vénézuéliens ou des rafles de l'ICE qui est en train de procéder à un véritable nettoyage ethnique sur le sol des États-Unis, tout ça, c'est inquiétant. Peut-être que les Trumpistes ont raison quand ils considèrent qu'on va se ranger derrière eux, calmement, et qu'on ne protestera pas plus devant leur prochaine politique raciste et leur prochaine colonisation qu'on a réagi à celle d'Israël, dont il n'est déjà plus question dans nos JT, mais 2026 ne fait que commencer. On se retrouve dimanche dans 2 semaines.